Tu crois vraiment que les gens achètent ton produit? Faux. Ils n'achètent pas ce que tu fais, ils achètent pourquoi tu le fais. Et si ton pourquoi est flou, tu es déjà en train de perdre, même si tu vends. Ce livre va te forcer à creuser plus profond, à mettre ton âme sur la table ou à rester un joueur de seconde zone. Alors écoute bien, parce que si tu comprends ça, tu ne verras plus jamais ton entreprise de la même façon. Chapitre 1. Supposez que vous savez. Tu crois savoir ce que veulent tes clients. Tu crois comprendre pourquoi ils achètent chez toi plutôt qu'ailleurs. Mais la vérité, c'est que tu ne sais pas. Et ce que tu crois savoir, ce n'est souvent qu'une illusion. La plupart des entreprises vivent dans ce piège. Elles supposent. Elles croient que parce qu'un client a acheté une fois, elles ont compris la recette du succès. Elles répètent la formule, elles multiplient les promotions, elles appuient plus fort. Et elles ne voient pas que leur fondation repose sur du sable. Regarde les manipulations qu'on utilise chaque jour pour vendre. La baisse de prix, la peur de manquer, la pression sociale. Oui, ça marche. Mais ça ne marche qu'un temps. Ces techniques créent des acheteurs, pas des croyants. Elles poussent à la transaction, pas à la loyauté. Et une entreprise qui vit seulement de manipulation court toujours après le prochain client, le prochain rabais, la prochaine urgence. À l'inverse, pense à des marques qui inspirent. Quand Apple sort un nouveau produit, des milliers de personnes campent devant les magasins. Pas parce qu'ils ont besoin d'un autre téléphone, mais parce qu'ils croient à une idée, think différent. Voilà la différence entre manipuler et inspirer. L'un force une vente, l'autre crée un mouvement. Et ce chapitre te met face à une vérité brutale. Si tu supposes que tu sais, tu es déjà perdu. Tu dois aller chercher plus profond. Découvrir non pas ce que tes clients achètent, mais pourquoi ils achètent. Découvrir non pas comment les convaincre, mais comment les inspirer. Alors retiens bien cette leçon. Tu peux manipuler les masses pour un gain rapide, ou tu peux inspirer des générations pour un impact durable. Tu peux courir après le chiffre du mois, ou bâtir une cause qui traverse le temps. La question est simple, veux-tu juste vendre, ou veux-tu vraiment inspirer? Chapitre 2. Les alternatives. Tu veux savoir pourquoi tant d'entreprises peinent à durer? Parce qu'elles confondent vendre avec inspirer. Elles confondent manipuler avec fidéliser. Elles confondent coût rapide avec succès durable. Alors, quelles sont leurs armes? Les promotions, la peur, la pression sociale. Voilà les alternatives que la majorité utilise. Tu baisses ton prix, tu fais croire à une urgence, tu crées une fausse rareté. Oui, ça fait bouger. Oui, ça déclenche un achat. Mais ce n'est qu'une étincelle. Et une étincelle, si tu ne l'alimentes pas, s'éteint aussitôt. Regarde les supermarchés qui inondent leurs clients de rabais chaque semaine. Ils attirent, ils remplissent les chariots. Mais la loyauté ne grandit pas. Car le client qui est venu pour le prix repartira pour un prix plus bas ailleurs. Manipulation après manipulation, l'entreprise s'épuise à courir après son client et finit par se trahir elle-même. Pense aussi à la peur. Les assurances qui jouent sur le risque d'accident. Les banques qui agitent la menace de la faillite. Les campagnes de santé qui répètent « si vous ne changez pas, vous mourrez ». Oui, la peur agit, mais elle érode la confiance. Elle enferme dans l'angoisse. Elle crée une relation toxique où l'on achète pour éviter le pire, pas pour rejoindre le meilleur. Et puis, il y a la pression sociale. Acheter parce que tout le monde le fait, parce que ce produit est tendance. Ça fonctionne, mais c'est fragile. Car dès que la mode change, la foule change aussi. L'engouement s'évapore, et la marque qui vivait sur l'effet de groupe se retrouve vide, sans racines. Voilà la grande vérité. Manipuler, c'est survivre. Inspirer, c'est durer. Manipuler, c'est forcer un choix. Inspirer, c'est donner envie. Manipuler, c'est un sprint éreintant. Inspirer, c'est un marathon qui construit l'avenir. Alors retiens ceci, chaque fois que tu vends, demande-toi, est-ce que j'ai manipulé ou est-ce que j'ai inspiré? Parce que le jour où tu choisiras d'inspirer, tes clients ne seront plus seulement des acheteurs, ils deviendront des croyants. Chapitre 3. Le cercle d'or. Tu veux savoir pourquoi tant d'entreprises parlent, mais si peu inspirent? Parce qu'elles s'adressent à la tête, jamais au cœur. Elles crient leurs produits, elles récitent leurs prix, elles vantent leurs caractéristiques. Mais les gens n'achètent pas ce que tu fais. Les gens achètent pourquoi tu le fais. C'est là qu'entre en scène le cercle d'or. 3 cercles, 3 niveaux,
3 vérités. Le quoi, ce que tu vends, tes produits, tes services. Le comment, ta méthode, ta différence, ton savoir-faire. Et au centre, le pourquoi, ta raison d'exister, ta cause, ton combat. La plupart des entreprises commencent par le quoi. Les plus habiles ajoutent le comment. Mais seuls les grands leaders commencent toujours par le pourquoi. Regarde Apple. Ils ne disent pas « Nous fabriquons des ordinateurs performants, ça, c'est le quoi ». Ils disent « Nous croyons que penser différemment peut changer le monde ». Voilà le pourquoi. Et parce qu'ils commencent par ça, chaque produit devient une preuve vivante de leur vision. Résultat, on n'achète pas un ordinateur, on achète une conviction. Pense aux frères Wright. Pas d'argent, pas de diplôme prestigieux, pas de soutien politique. Pourtant, ils ont inventé le premier avion. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une cause qui les transcendait, faire voler l'homme. Leur concurrent, Samuel Pierpont l'Anglais, avait des moyens colossaux, mais il courait après la gloire et l'argent. Lui avait le quoi, eux avaient le pourquoi. Et c'est eux qui ont marqué l'histoire. Et voilà la clé. Quand tu communiques de l'extérieur vers l'intérieur, du quoi vers le pourquoi, tu parles à la logique, mais tu laisses froid. Quand tu communiques de l'intérieur vers l'extérieur, du pourquoi vers le quoi, tu touches l'émotion, tu rallumes la flamme, tu inspires l'action. Le premier pousse à réfléchir. Le second donne envie de croire. Souviens-toi de cette règle simple. Quoi, comment, pourquoi, tout le monde sait ce qu'il fait. Certains savent comment ils le font. Mais très peu savent pourquoi ils le font. Et ceux qui savent pourquoi, ce sont eux qui inspirent, ce sont eux qui rassemblent, ce sont eux qui changent le monde. Alors retiens bien, ton quoi peut te faire vendre, ton comment peut te faire remarquer, mais seul ton pourquoi peut te rendre inoubliable. Chapitre 4. Ceci n'est pas de l'opinion, c'est de la biologie. Tu crois que c'est une question de marketing? Tu crois que c'est une affaire de slogan ou de publicité? Non. C'est bien plus profond. Ce n'est pas une opinion. C'est de la biologie. C'est inscrit dans la manière même dont notre cerveau fonctionne. Notre cerveau a 3 couches, comme le cercle d'or. Le néocortex correspond au quoi. C'est lui qui traite les faits, les chiffres, la logique. C'est lui qui comprend. Mais ce n'est pas lui qui décide. La décision, le choix, la loyauté, tout cela se joue plus bas, dans le système limbique. Et le système limbique, lui, correspond au pourquoi. C'est le siège des émotions, des intuitions, de la confiance. C'est lui qui dit « je le sens ». Voilà pourquoi les arguments logiques échouent si souvent. Tu peux présenter des dizaines de caractéristiques, des comparatifs de prix, des statistiques. Ton prospect va hoche la tête, il va comprendre, mais il ne va pas s'engager. Parce que comprendre n'est pas croire. Parce que la logique n'inspire pas. Parce que la décision ne se prend pas dans la raison, mais dans le ressenti. Prends l'exemple des frères Wright. Rien ne prouvait qu'ils allaient réussir. Pas de diplôme, pas de budget, pas de renom. Pourtant, ils avaient un pourquoi. Ils voulaient faire voler l'homme. Et des gens les suivaient, non pas pour un salaire ou une prime, mais parce qu'ils croyaient à leurs rêves. Leur équipe n'avait pas de logique rationnelle à rester. Mais leur cœur était engagé. Et c'est ce cœur qui a permis l'exploit. Regarde aussi les grandes marques. Quand Apple parle de Think différent, ce n'est pas une caractéristique technique. C'est une croyance. Et quand tu partages cette croyance, ton choix devient instinctif. Tu ne compares plus, tu n'hésites plus, tu agis. Tu ne dis pas « Apple est plus puissant ». Tu dis « Apple, c'est moi ». Et c'est là la vérité brutale. Nous ne sommes pas des machines rationnelles qui ressentent de temps en temps. Nous sommes des êtres émotionnels qui justifient avec la raison. Nous décidons avec notre système limbique. Et ensuite nous demandons au néocortex de rédiger un rapport pour expliquer notre choix. Alors retiens ceci. Si tu veux convaincre, parle à la tête. Mais si tu veux inspirer, parle au cœur. Parce que les faits expliquent, mais seul le pourquoi entraîne. Les chiffres informent, mais seul le pourquoi transforme. Les arguments résonnent, mais seul le pourquoi rallume la flamme. Chapitre 5. Clarifier le pourquoi. Tu veux savoir pourquoi tant d'entreprises s'effondrent après avoir connu le succès? Parce qu'elles oublient leur pourquoi. Elles confondent le but avec les moyens. Elles confondent la cause avec le produit. Et sans pourquoi, tout s'écroule. Clarifier le pourquoi, ce n'est pas un exercice de marketing. Ce n'est pas un slogan accrocheur. C'est une quête d'identité. C'est répondre à cette question simple et brutale. Pourquoi existons-nous?
Au-delà de faire de l'argent? L'argent n'est pas une cause. L'argent est le résultat. Le pourquoi, lui, est une conviction profonde, une mission qui attire naturellement ceux qui y croient aussi. Regarde Martin Luther King. Il n'a pas dit « J'ai un plan en 10 étapes pour l'égalité ». Il a dit « I have a dream ». Et des milliers l'ont suivi, non pour lui, mais parce qu'il partageait son rêve. Voilà la puissance d'un pourquoi clair. Il rallie, il fédère, il inspire. À l'inverse, pense à des entreprises comme Walmart après la mort de Sam Walton. Walton avait un pourquoi, rendre les choses accessibles, servir les gens ordinaires. Mais après lui, l'entreprise a perdu cette clarté. Le profit a remplacé la cause. Et peu à peu, l'image de Walmart s'éternit. Son why s'est brouillé. Quand le pourquoi se dilue, la confiance s'effrite, même si les produits continuent à se vendre. Et c'est là la leçon. Les grandes organisations, comme les grands leaders, savent exprimer leur pourquoi avec une clarté absolue. Ce n'est pas ce qu'elles font qui inspire. Ce n'est pas comment elles le font qui attire. C'est pourquoi elles le font qui crée la loyauté. Les clients deviennent des ambassadeurs. Les employés deviennent des croyants. Les concurrents deviennent insignifiants. Alors retiens bien, clarifier ton pourquoi, c'est mettre des mots sur ton âme. C'est tracer une ligne directrice qui ne vacille pas, même quand les tempêtes arrivent. Parce que quand ton pourquoi est clair, tout le reste devient cohérent. Ton message, tes actions, tes choix. Et sans ce pourquoi, tu n'as qu'un produit de plus sur un marché saturé. Voilà la vérité. Ton produit peut séduire, ton marketing peut convaincre, mais seul ton pourquoi peut rallier. Chapitre 6. Les leaders ont besoin de disciples. Tu crois qu'un leader existe par lui-même? Tu crois qu'il suffit d'avoir une vision pour changer le monde? Faux. Un leader n'est pas un leader tant que personne ne le suit. Sans disciples, il n'y a pas de mouvement. Sans disciples, il n'y a qu'un rêve solitaire. Les grands leaders, ceux qui marquent l'histoire, savent que leur rôle n'est pas de tout faire. Leur rôle est d'incarner un pourquoi si puissant que d'autres choisissent de les suivre. Ce choix est volontaire. On ne force pas quelqu'un à croire. On l'inspire. Et quand les disciples adhèrent au pourquoi, ils deviennent plus qu'une équipe. Ils deviennent une tribu. Regarde Martin Luther King. Il n'avait pas de plan stratégique détaillé, pas de titre officiel, pas de ressources illimitées. Mais il avait un rêve clair. Et ce rêve résonnait dans le cœur de milliers d'Américains. Ces gens n'étaient pas venus pour King lui-même. Ils étaient venus pour leur propre croyance. Il leur a donné un langage, une bannière, une cause. Voilà pourquoi il a rassemblé des foules. Pense aussi aux frères Wright. Leur équipe n'était pas composée des ingénieurs les plus brillants ni des hommes les plus riches. Mais ceux qui travaillaient avec eux croyaient en leur pourquoi, rendre l'homme capable de voler. Ils ont supporté les échecs, les chutes, le froid, parce qu'ils étaient mus par la même conviction. Et voilà la clé, les disciples ne suivent pas le leader pour lui. Ils suivent parce qu'ils y voient leur propre combat. Le leader, lui, n'est qu'un catalyseur, une voix qui leur permet d'exprimer ce qu'ils portent déjà en eux. Alors retiens bien, un leader sans disciples n'est qu'un visionnaire isolé. Mais un leader avec des disciples devient le porte-voix d'une cause. Tu veux inspirer? Ne cherche pas à convaincre tout le monde. Cherche ceux qui croient déjà. Parle-leur. Donne-leur une raison de marcher avec toi. Et ensemble, vous transformerez une idée en mouvement. Parce que la vérité est simple, un leader n'impose pas, il inspire. Un leader ne manipule pas, il rallie. Un leader ne crée pas des suiveurs, il révèle des croyants. Chapitre 7. Comment un pourquoi se répand? Tu veux savoir pourquoi certaines idées se propagent comme une traînée de poudre, alors que d'autres s'éteignent dans l'indifférence? Ce n'est pas une question de budget, ni de chance. C'est une loi implacable, celle de la diffusion de l'innovation. Et cette loi explique exactement comment un pourquoi se répand. Dans chaque marché, il y a 5 groupes. D'abord les innovateurs, ces fous passionnés qui n'ont pas besoin de preuves pour croire. Puis les early adoptés, ceux qui osent avant les autres, qui veulent être les premiers à incarner une idée. Ensuite vient la majorité précoce, plus prudente, qui attend des preuves concrètes. Puis la majorité tardive, sceptique et méfiante. Enfin, les retardataires, qui n'achètent que lorsqu'ils n'ont plus le choix. Et voilà le piège. La plupart des entreprises dépensent leur énergie à convaincre la majorité. Elles parlent chiffres, preuves, comparaisons. Mais c'est trop tard. La clé n'est pas là. La clé,
c'est d'abord de rallier ceux qui croient déjà. Parce que ce sont les innovateurs et les early adoptés qui portent la flamme. Ce sont eux qui acceptent les risques, qui pardonnent les erreurs, qui deviennent les premiers ambassadeurs. Regarde Apple encore une fois. Il ne lance pas un produit en essayant de convaincre la majorité. Il parle à ceux qui veulent penser différemment, à ceux qui veulent se distinguer. Et ces premiers convaincus deviennent des évangélistes. Ils font la file devant les magasins. Ils en parlent autour d'eux. Ils créent l'effet boule de neige. Et quand la majorité voit cette passion, elle finit par suivre. Souviens-toi des frères Wright. Leurs premiers disciples n'avaient ni argent, ni sécurité, ni gloire. Mais ils avaient la même croyance. C'est ce petit noyau de passionnés qui a permis de franchir la barrière de l'impossible. L'Anglais, lui, avait des moyens colossaux. Mais il cherchait à séduire la majorité sans jamais rallier les croyants. Résultat, il a disparu de l'histoire. Voilà la vérité. Pour que ton pourquoi se répande, tu n'as pas besoin de séduire tout le monde. Tu as besoin d'un noyau de convaincus. Tu as besoin de ceux qui partagent déjà tes valeurs. Inspire-les, et ils rallieront les autres. Ignore-les, et ta cause s'éteindra. Alors retiens ceci, tu n'as pas à convaincre les sceptiques. Tu n'as pas à supplier la majorité. Tu dois parler à ceux qui croient. Parce qu'un mouvement ne commence jamais par la masse. Il commence toujours par une poignée de croyants. Chapitre 8. Commencer par pourquoi, mais savoir comment. Tu crois que le pourquoi suffit à tout? Tu crois qu'avoir une vision claire garantit la réussite? Non. Le pourquoi est la flamme. Mais pour qu'elle éclaire, il faut un combustible. Pour qu'elle grandisse, il faut une structure. Le pourquoi inspire, mais c'est le comment qui lui donne vie. Les grands leaders commencent toujours par le pourquoi. Steve Jobs croyait à l'idée de penser différemment. Martin Luther King croyait en un rêve d'égalité. Mais aucun d'eux n'aurait pu transformer ces idées en réalité sans des hommes et des femmes capables de traduire ce pourquoi en actions concrètes. C'est là que le comment entre en jeu. Le comment, ce sont les valeurs, les principes, les processus qui incarnent le pourquoi au quotidien. Apple n'a pas seulement dit « think différent ». Ils ont créé des produits simples, intuitifs, élégants. C'est leur manière de transformer une conviction en expérience. Pense aux frères Wright. Leur pourquoi était clair, faire voler l'homme. Mais s'ils avaient seulement rêvé, rien ne se serait produit. Leur comment, c'était leur persévérance, leurs expérimentations acharnées, leurs principes d'ingénierie bricolés avec les moyens du bord. C'est ce comment qui a transformé un rêve en premier vol. Et c'est là la différence entre un leader et un manager. Le leader incarne le pourquoi. Il montre la direction, il rallume la flamme. Le manager, lui, maîtrise le comment. Il met en place les systèmes, il assure la cohérence, il transforme une vision en résultat. Sans le pourquoi, le comment n'a pas de sens. Sans le comment, le pourquoi reste une utopie. Alors retiens bien, inspirer, c'est commencer par le pourquoi. Réaliser, c'est savoir comment. Les deux ne s'opposent pas. Les deux se complètent. Et c'est seulement quand ils marchent ensemble qu'une idée devient un mouvement, et qu'un rêve devient une réalité. Le pourquoi attire les croyants. Le comment les guide. Le quoi les prouve. Et c'est ainsi que l'inspiration se transforme en action. Chapitre 9. Savoir quoi on fait. Le cercle d'or n'est pas complet sans le quoi. Le pourquoi, c'est la cause. Le comment, ce sont les valeurs, les méthodes. Mais le quoi, c'est la preuve tangible. C'est ce que les gens voient, touchent, achètent. Sans quoi, ton pourquoi reste une belle idée abstraite. Sans quoi, ton message flotte dans le vide. Apple, encore une fois, n'a pas bâti sa légende sur des slogans. Leur pourquoi était clair, penser différemment. Leur comment, créer des expériences simples et élégantes. Mais leur quoi? Des ordinateurs, des téléphones, des lecteurs de musique. Des objets concrets qui viennent prouver leur vision. Chaque produit est une matérialisation de leur croyance. Et c'est parce que le quoi est cohérent avec le pourquoi que les gens y croient. Pense à Martin Luther King. Son pourquoi, un rêve d'égalité. Son comment, des discours puissants, des marches pacifiques. Mais son quoi? Des actions visibles, la marche sur Washington, les manifestations, les réformes obtenues. Sans ces preuves concrètes, son rêve serait resté une idée. Et voilà la leçon. Le quoi n'est pas le point de départ, mais il est indispensable. Trop d'entreprises commencent par le quoi et s'y perdent.
Les grandes, elles, commencent par le pourquoi, traduisent en comment, et terminent avec un quoi qui incarne parfaitement leur cause. Alors retiens ceci, ton quoi n'est pas ton identité, mais il est la vitrine de ton identité. C'est lui qui donne au monde une preuve vivante de ce que tu crois. C'est lui qui transforme la conviction en confiance. Le pourquoi attire, le comment structure, et le quoi prouve. Et c'est cette cohérence qui transforme des clients en croyants, et une idée en mouvement. Chapitre 10. Communication claire. Tu veux savoir pourquoi certaines entreprises inspirent, et d'autres sombrent dans l'oubli? Tout tient en un mot, clarté. Parce qu'un message flou ne rallie personne. Parce qu'un pourquoi mal exprimé ne suscite ni foi, ni loyauté. Et parce que si toi-même tu n'es pas clair sur ce que tu crois, personne ne le sera pour toi. Clarifier sa communication, c'est plus qu'un exercice de style. C'est une discipline. Les grandes organisations ne se contentent pas de dire leur pourquoi. Elles le répètent, elles le martèlent, elles le rendent visible dans chaque action. Pense à Southwest Airlines. Leur pourquoi, rendre le voyage aérien accessible à tous. Ce n'était pas un slogan. C'était une conviction vécue dans leur prix, dans leur service, dans l'énergie de leurs employés. Chaque détail devenait une preuve. À l'inverse, regarde les entreprises qui parlent de qualité, innovation, service client. Des mots vagues, interchangeables, vides. Si tout le monde peut le dire, personne ne peut y croire. Parce qu'un message sans clarté ne provoque pas l'adhésion, il provoque l'indifférence. Et voilà le contraste. Les manipulations vendent un produit, la clarté construit une confiance. Les rabais séduisent une fois, la clarté inspire pour toujours. Les slogans attirent une oreille, mais la clarté rallie un cœur. Apple n'a jamais dit « Nous fabriquons des ordinateurs avec de bons processeurs ». Trop banal. Ils ont dit « Nous croyons que penser différemment peut changer le monde ». Voilà la clarté. Et parce que leur quoi reflétait parfaitement ce pourquoi, leurs clients n'achetaient pas un produit, ils rejoignaient une cause. Alors retiens bien, une communication claire, c'est la cohérence entre ce que tu crois, ce que tu dis et ce que tu fais. Sans clarté, ton pourquoi se dilue. Sans clarté, ton audience se détourne. Mais avec clarté, chaque mot devient une étincelle, chaque action devient une preuve, chaque client devient un croyant. Parce que la vérité est simple, le monde n'a pas besoin de plus de slogans, il a besoin de plus de causes clairement exprimées. Chapitre 11. Quand le pourquoi est flou. Tu veux savoir ce qui tue une entreprise de l'intérieur? Ce n'est pas la concurrence. Ce n'est pas le manque de clients. C'est plus sournois. C'est quand son pourquoi devient flou. Parce qu'un pourquoi brouillé, c'est une boussole sans nord. C'est une armée sans cause. C'est une entreprise qui continue de tourner, mais qui ne sait plus où elle va. Au début, tout est clair. Le fondateur porte une vision, une mission brûlante, un feu qui rallie des disciples. Mais avec le succès viennent la croissance, les actionnaires, les objectifs trimestriels. Peu à peu, le quoi prend le dessus. On parle chiffres, part de marché, expansion. Et le pourquoi, la cause, la raison d'exister passe en arrière-plan. Regarde Walmart après Sam Walton. Walton croyait à une chose simple, rendre les produits accessibles aux familles modestes. C'était son pourquoi. Mais après sa mort, l'entreprise a glissé vers l'obsession du profit. Toujours plus de marge, toujours plus de pression sur les employés, toujours plus d'érosion de sa culture. Résultat? Une perte d'âme, une réputation qui s'effrite. Quand le pourquoi est flou, la confiance disparaît. C'est la même chose pour tant d'entreprises qui connaissent le succès. Elles deviennent victimes de leur propre croissance. Elles savent encore quoi elles font. Elles savent encore comment elles le font. Mais elles oublient pourquoi elles le font. Et quand le pourquoi s'éteint, les clients cessent de croire. Ils continuent peut-être d'acheter, mais sans loyauté, sans passion, sans conviction. Et voilà le contraste brutal. Un quoi solide peut te faire vendre, mais seul un pourquoi clair te fait durer. Un comment efficace peut amener du succès, mais seul un pourquoi constant te garde fidèle à toi-même. Le jour où ton pourquoi devient flou, tu commences à creuser ta propre tombe. Alors retiens bien, l'argent est un résultat, pas une cause. Le produit est une preuve, pas une identité. Le véritable moteur, celui qui te donne une direction même au milieu du chaos, c'est ton pourquoi. Perds-le, et tu perds tout. Clarifie-le, et tu peux traverser n'importe quelle tempête. Chapitre 12. La séparation des pourquoi et des quoi.
Tu veux savoir pourquoi tant d'entreprises s'effondrent quand leur fondateur s'en va? Ce n'est pas une question de finance. Ce n'est pas un problème de stratégie. C'est plus profond. C'est parce que le pourquoi et le quoi se séparent. Le cœur s'éloigne du corps. L'âme se détache de la matière. Et une organisation sans cette cohérence finit toujours par perdre son éclat. Le fondateur, c'est le gardien du pourquoi. C'est lui qui porte la vision, qui incarne la cause, qui rappelle chaque jour pourquoi l'entreprise existe. Mais en grandissant, l'entreprise embauche des managers, des financiers, des stratèges. Et petit à petit, le pouvoir passe aux mains de ceux qui savent quoi faire et comment le faire, mais qui ont oublié pourquoi ils le font. Regarde Apple après le départ de Steve Jobs dans les années 80. Les dirigeants savaient encore fabriquer des ordinateurs. Ils savaient encore les vendre. Mais le pourquoi avait disparu. Apple avait perdu sa flamme, perdu son identité. Les produits étaient bons, mais ils n'inspiraient plus. Et l'entreprise est entrée en déclin, jusqu'au retour de Jobs qui a ravivé la cause. Le contraste est violent. D'un côté, des entreprises qui gardent leur pourquoi vivant et qui inspirent pendant des générations. De l'autre, celles qui se contentent de vendre des quoi, et qui deviennent interchangeables, remplaçables, oubliées. C'est là toute la leçon. Une organisation peut déléguer ses quoi. Elle peut déléguer ses comment. Mais elle ne doit jamais perdre la garde de son pourquoi. Le jour où le pourquoi est confié à ceux qui ne le comprennent pas, il se dilue, il se déforme, il se perd. Alors retiens ceci. Les grandes entreprises ne survivent pas parce qu'elles fabriquent de bons produits. Elles survivent parce qu'elles nourrissent une cause claire, protégée, incarnée. Le quoi change avec le temps. Le comment évolue avec les moyens. Mais le pourquoi doit rester intact, gravé dans la pierre. Parce qu'un produit sans cause est vite copié. Mais une cause claire, incarnée, vécue, ça, personne ne peut te l'enlever. Chapitre 13. Le succès est le plus grand défi. Tu crois que l'échec est le plus grand danger pour une entreprise? Non. Le vrai danger, c'est le succès. Parce que l'échec t'oblige à réfléchir, à t'ajuster, à revenir à l'essentiel. Mais le succès, lui, t'endort. Il te fait croire que tu es invincible. Et c'est là que tout commence à se fissurer. Le succès attire la croissance, les opportunités, les regards. Mais avec lui vient la tentation de changer de cap. On commence à embaucher plus vite, à viser plus grand, à séduire des actionnaires. Peu à peu, le quoi prend le dessus. On mesure les parts de marché, les profits, les résultats trimestriels, et on oublie le pourquoi. Regarde Starbucks. À l'origine, Howard Schultz voulait recréer en Amérique l'expérience chaleureuse des cafés italiens, un lieu de rencontre et de communauté. Mais avec le succès, Starbucks s'est mis à croître trop vite. Plus de franchises, plus de produits, plus de formats. Et le pourquoi s'est dilué. Ce qui était une expérience humaine est devenu une chaîne impersonnelle. Résultat, perte de confiance, chute de la marque, jusqu'à ce que Schultz revienne pour recentrer l'entreprise sur sa mission initiale. Le contraste est brutal, l'échec éveille, le succès aveugle. L'échec oblige à revoir son pourquoi, le succès le fait oublier. L'échec peut renforcer une cause, le succès la fragilise. Voilà pourquoi les plus grands leaders restent vigilants. Ils savent que chaque victoire contient en germe la possibilité de la chute. Ils rappellent sans cesse leur pourquoi, même quand tout va bien. Parce qu'ils comprennent que ce n'est pas le succès qui garantit l'avenir, c'est la fidélité à la cause. Alors retiens bien, ce n'est pas quand tu luttes que tu es en danger, c'est quand tu gagnes. Le succès est une épreuve bien plus sournoise que l'échec. Il flatte ton ego, il brouille ta vision, il t'éloigne de ton essence. Mais si tu gardes ton pourquoi clair, même au sommet, alors aucune victoire ne t'aveuglera. Tu ne seras pas seulement une entreprise prospère, tu seras une entreprise qui inspire, durablement. Chapitre 14. Quand pourquoi devient flou. Tu crois que les grandes entreprises meurent à cause de la concurrence? Tu crois qu'elles s'effondrent parce qu'un rival sort un produit meilleur? Non. La vraie cause est plus insidieuse. Elles perdent leur pourquoi. Elles continuent à produire, à vendre, à communiquer, mais sans direction, sans âme, sans cause. Quand le pourquoi devient flou, tout change. Les décisions ne sont plus alignées. Les produits ne résonnent plus. Les clients achètent encore, mais sans conviction. Les employés travaillent encore, mais sans passion. L'entreprise tourne, mais elle tourne à vide. Regarde Dell. Pendant des années,
Dell a dominé grâce à des ordinateurs abordables et fiables. Mais leur pourquoi n'était jamais clair. Leur discours s'est résumé à prix, fonctionnalité, performance. Et dès qu'un concurrent a proposé un meilleur rapport qualité-prix, Dell a glissé dans l'oubli. Parce qu'ils vendaient un quoi, pas un pourquoi. Compare avec Apple. Même quand leurs produits ne sont pas techniquement supérieurs, leur pourquoi reste limpide. Penser différemment, défier le statu quo. Résultat, leurs clients leur pardonnent des défauts. Ils paient plus cher, ils restent fidèles. La clarté du pourquoi crée la loyauté. Son absence crée l'indifférence. Et voilà la vérité brutale. Une entreprise peut survivre longtemps avec un quoi. Mais sans pourquoi, elle n'inspire plus. Sans pourquoi, elle devient une option parmi d'autres. Sans pourquoi, elle perd ce qui la rend unique. Alors retiens bien, si ton pourquoi se brouille, si ton message devient confus, si tes actions ne reflètent plus ta cause, la confiance s'effrite. Et une fois la confiance perdue, aucune publicité, aucun rabais, aucun stratagème ne peut la racheter. Clarifie ton pourquoi. Protège-le. Répète-le. Parce que le jour où ton pourquoi devient flou, c'est le jour où ton déclin commence. Chapitre 15. Redécouvrir son pourquoi. Tu crois qu'une entreprise qui a perdu son cap est condamnée? Tu crois qu'un leader qui a oublié sa cause n'a plus qu'à disparaître? Faux. Le pourquoi peut se perdre, mais il peut aussi se redécouvrir. Et cette redécouverte, c'est souvent la seule chance de renaissance. Beaucoup d'organisations commencent avec un pourquoi clair. Mais avec le temps, la croissance, la pression des chiffres, ils s'estompent. Alors elles tournent à vide. Pourtant, le pourquoi n'est jamais vraiment mort. Il est là, enterré sous des couches de quoi et de comment. Il suffit de gratter. Il suffit de revenir à l'origine, à cette étincelle fondatrice qui a tout déclenché. Regarde Apple. Quand Steve Jobs a été écarté dans les années 80, l'entreprise avait perdu son âme. Les produits existaient, mais le pourquoi avait disparu. Les ventes ont chuté, la marque s'est affaiblie. Mais au retour de Jobs, Apple a redécouvert son essence, pensé différemment. Et c'est cette redécouverte qui a relancé la machine, avec l'iMac, puis l'iPod, puis l'iPhone. Pense aussi à Howard Schultz et Starbucks. L'entreprise s'était diluée dans la croissance, transformant les cafés chaleureux en chaînes impersonnelles. Mais en revenant aux racines, recréer l'expérience humaine et chaleureuse des cafés italiens, Schultz a rallumé la flamme et redonné à Starbucks son identité. Voilà la clé. Le pourquoi ne s'invente pas, il ne se copie pas, il ne se fabrique pas. Il est là depuis le début. Il suffit de le rappeler, de le reformuler, de le mettre à nouveau au centre. Et quand une organisation le redécouvre, tout s'aligne. Les employés retrouvent du sens, les clients retrouvent de la confiance, le marché retrouve de l'admiration. Alors retiens ceci, perdre ton pourquoi, c'est humain. Le retrouver, c'est vital. Parce qu'une entreprise qui vit sans cause est une coquille vide. Mais une entreprise qui redécouvre son pourquoi devient une source d'inspiration. Et une fois que la flamme est rallumée, rien ne peut l'arrêter. Tu crois que ton produit va changer ta vie? Tu crois que ton service va changer ton avenir? Non. Ce n'est pas ce que tu fais qui compte. C'est pourquoi tu le fais. Voilà la vérité implacable de ce livre. Le quoi attire des clients. Le comment crée de la valeur. Mais seul le pourquoi construit une loyauté qui traverse les tempêtes. Les grands leaders l'ont compris. Jobs, King, les frères Wright. Ils n'avaient pas seulement une offre, ils avaient une cause. Et c'est cette cause qui a fait d'eux des légendes. Alors retiens-le une fois pour toutes. Ton entreprise n'est pas définie par ce que tu vends, mais par ce en quoi tu crois. Et si tu veux inspirer, si tu veux durer, si tu veux vraiment laisser une trace, ton pourquoi doit être clair, limpide, incontournable. Maintenant, passe à l'action. 1. Abonne-toi à la chaîne, sinon ton concurrent prendra l'avance. 2. Clique sur le lien en description pour acheter le livre, parce qu'un vrai entrepreneur se juge à la taille de sa bibliothèque, pas de son écran. 3. Écris en commentaire l'action que tu vas mettre en place dès aujourd'hui, parce que la théorie sans engagement, c'est une perte de temps. Et retiens cette phrase, qui doit te hanter. Si tu oublies ton pourquoi, tu n'existes déjà plus.